Régis Sommier, qui est le diable? L'autre ou l'Occident? Je vais directement d'ailleurs à la conclusion, parce que votre conclusion est passionnante. Les régimes autoritaires n'ont pas changé de nature. Les Iraniens pendent toujours leurs opposants, les Russes persécutent leurs oppositions, les Saoudiens décapitent les déviants en place publique. Ce qui a changé, c'est que si leur population ressent toujours l'étau dans lequel ces régimes les maintiennent prisonniers, ils l'acceptent plus volontiers parce qu'il est le contre-modèle d'une décadence et d'un danger d'anéantissement encore plus grand venu de l'Occident. Ça, je trouve que cette analyse, si elle est juste, bien sûr, écoutez, elle me paraît... Elle est tirée, en fait, si j'ai fait ce livre, c'est parce que quand j'allais me balader, enfin, j'allais en reportage en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, à l'Est, je suis tombé j'ai fait le constat, à peu près global, dans ces parties du monde, ce qui représente pas mal de monde, j'ai essayé de comprendre pourquoi, en quelques années, parce que j'ai 30 ans de reportage derrière moi, je pense que Vincent comprend aussi ce glissement. Pourquoi, finalement, d'un Occident qui n'était pas considéré encore, quand j'ai commencé le reportage, à être comme le phare de l'humanité, mais, si vous voulez, qui faisait envie, parmi les populations, parmi les plus pauvres, on avait envie de devenir américain, on avait envie d'aller en France. Aujourd'hui, on a toujours envie d'aller en France, mais c'est plus pour des raisons économiques. En réalité, le problème, c'est que ce que nous véhiculons, et j'ai voulu comprendre à travers ce livre, c'est pour ça que je dis qui est le diable, j'ai voulu comprendre pourquoi, d'abord le désamour en Afrique, pourquoi en quelques années, on a disparu, nous Français. Pourquoi aujourd'hui, dans les rues de Dakar, on parle de débaptiser, d'enlever les noms français? Pourquoi au Tchad, nous sommes partis, la queue basse, je crois qu'il y a 2 semaines, notre armée qui était présente au Tchad depuis plus de 50 ans. Et pourquoi? Eh bien, je pense que, et c'est précisément cette phrase que vous venez de citer, je pense que, d'abord, on a conduit, depuis la chute de l'URSS, des guerres, on a désigné des diables. Il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Kadhafi, il y en a eu pas mal. On a conduit des guerres au nom de la liberté, en essayant d'apporter au monde, en disant, on va vous apporter, moi je me souviens des soldats américains qui me disaient, on va faire the gift of freedom, le don de la liberté aux Irakiens. Et donc, ils disaient ça, moi je voulais bien les croire. Le problème, c'est qu'en fait, en réalité, on ne fait jamais le bilan. On arrive 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et on regarde ce que sont devenus ces pays auxquels nous étions censés supprimer un dictateur pour mettre à la place la démocratie, etc., etc. Et c'est pire. En réalité, c'est le chaos. Prenez la Libye, c'est un pays qui est totalement détruit. Totalement. J'y suis allé il y a 3 ans en Libye. Je suis allé sur la place de la Liberté, qui avait été baptisée comme ça, à l'époque où Nicolas Sarkozy et David Cameron avaient... Vous savez, ils portaient à bout de bras un chef de l'opposition libyenne. Ça devait être... dont tout le monde a oublié le nom, d'ailleurs. Nicolas Sarkozy a fait un discours sur la Libye du futur. Bon, on se rend compte de 2 choses. Rien que cet exemple. La Libye, non seulement le chaos en Libye et l'intervention et la fin de Kadhafi ont déstabilisé totalement le Sahel, l'Afrique. C'est-à-dire une partie des guerres qu'on a conduites, des interventions Serval, Barkhane, etc., l'ont été à cause de cette intervention en Libye. Et ensuite, cette place... Quand j'y suis allé il y a 3 ans, c'était incroyable. Tout était détruit. C'était un tas de gravats où des mendiants récoltaient des bouts de ferraille au milieu des pierres. Voilà ce qu'était la Libye qu'on avait voulu libérer, à qui on avait voulu, nous aussi, faire le don de la liberté. Ces gens veulent retourner chez eux. Et ça, c'est une image qui est tellement forte. Marine, peut-être, va nous la montrer. Que c'est une image qui doit quand même nous interroger. Ils vont arriver pour une partie, en tout cas, dans un champ de ruines. Et solutionner le problème en se disant, évidemment, on va finir d'en faire un parking de Gaza, puis on va mettre cette population... C'est penser comme on rêve. C'est penser comme on rêve, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est les images dont vous parliez. Effectivement, d'ailleurs, ce sont des images, je crois, en direct, pour tout vous dire. C'est comme ça depuis hier. Exactement, c'est des images fortes, effectivement, du week-end. Régis Sommier veut dire quelque chose, peut-être. Oui, moi je voulais réagir. C'est vrai que chez Donald Trump, il y a à la fois une espèce de... Ce qui est quand même intéressant avec le personnage, une honnêteté où on dit les choses cash. C'est-à-dire, il dit pas les Israéliens, il dit on.
effectivement, les Américains ont appuyé l'intervention, ils ont donné les armes. D'ailleurs, il vient de débloquer une quantité d'armes qui avait été bloquée par l'administration Biden à destination d'Israël. Donc voilà, pour lui, c'est on. Ensuite, il ne s'embarrasse pas de comment, on va dire, de dimension historique. Regardez l'Égypte, le problème de l'Égypte avec Gaza, c'est la question des frères musulmans. Le Hamas, ce sont les frères musulmans d'inspiration. L'Égypte lutte contre les frères musulmans pratiquement depuis l'Égypte moderne, finalement, depuis Nasser. Donc en fait, ça, Donald Trump le met complètement de côté. Recevoir une population d'1,5 million d'habitants qui est complètement imprégnée du Hamas, c'est absolument hors de question pour l'Égypte. D'ailleurs, la frontière à Rafah est restée complètement bloquée. Cette défaite du camp du bien, victoire de Trump, homme de paix. De façon étonnante, sa large élection de 2024 est une bonne nouvelle pour la paix dans le monde, là où le camp du bien incarné par Joe Biden et ses vaisseaux européens avançait chaque mois davantage vers la perspective d'une guerre totale avec la Russie. L'effronté, le rustre, l'impulsif Trump apparaît comme un homme de paix. Vous allez vous faire des amis avec M. Weber et l'a revendiqué tout au long de sa campagne, allant jusqu'à critiquer la politique interventionniste des États-Unis depuis la guerre en Irak. Homme de paix, Trump ? Mais oui, en exergue de ce livre, je mets une citation de Trump qu'il a faite dans une interview à Tucker Carlson, où il dit « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars, c'est-à-dire 9 000 millions de dollars à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Rien. » Voilà ce que dit Trump. Donc je constate qu'il a fait ce qu'il n'avait pas fait dans sa précédente mandature, une sorte d'introspection sur l'action de l'Amérique dans le monde et ces guerres dévastatrices qui sont, je pense, en termes d'image de l'Occident, puisque c'est un peu la façon de l'axe du livre, c'est de se dire pourquoi on est devenu le diable auprès de 2/3 de l'humanité. Pourquoi, par exemple, quand Poutine intervient en Ukraine, on se dit on va isoler la Russie. Au bout d'un mois, on se rend compte que la Russie n'est pas du tout isolée, mais que les 2/3 de l'humanité ne considèrent pas l'agression avérée en Ukraine comme une agression. On va mettre la Russie en genou, avait dit Monsieur le maire. Non mais c'est incroyable. Et Trump, rendez-vous compte quand même par rapport à notre perception. Là, il reste quand même de beaux restes avec Jacques Weber dans ses propos. Mais il y a 3 mois, Donald Trump, vous aviez des journalistes français qui disaient il a choisi la salle du Madison Square Garden à New York pour faire un meeting parce que les nazis américains s'y étaient réunis en 1932. Donc on disait oui, Trump c'est un nazi. Sur le service public, vous avez eu 3 émissions sur le fascisme américain, sur le service public, présentées par Thomas Negaroff. Donc, voilà. Ah non mais lui, c'est une œuvre d'art. Et aujourd'hui, où on en est ? Il a expliqué que Madame Harris allait gagner. C'est une œuvre d'art, ce monsieur. C'est lui, il est formidable. Il vous a invité d'ailleurs dans ses émissions ? Ah non, jamais. Donc, par contre, ce Trump aujourd'hui, eh bien, on est bien obligé de reconnaître, c'est le seul qui parle de paix, c'est le seul qui essaye d'apporter une négociation, et c'est le seul qui arrive quelque part à faire pression sur les 2 camps pour obtenir des libérations d'otages en Israël. J'ai l'impression que M. Hervé est moins trumpiste que vous. C'est pas sûr qu'il arrive à quelque chose avec Poutine. Je le conçois, il n'arrêtera pas la guerre en 24 heures chrono comme il l'a promis. D'accord, moi je ne peux pas vous arrêter en revanche, mais ça c'est difficile. Alors, pensez-vous lui donner un prix Nobel de la paix parce que les Panaméens et les Danois voteront contre, à mon avis. Bon, oui. Juste sur un point. Oui, mais c'est le livre de notre ami. Non, je ne vais pas prendre le temps. Non, mais c'est le livre de notre ami. Et vous avez parlé de la France hors jeu tout à l'heure, mais partout, vous dites notre voix est de moins en moins audible dans le monde, car elle a trop longtemps été masquée par celle des Américains. Or, aujourd'hui, l'Amérique elle-même nous tourne le dos. Depuis un moment, seule l'intéresse l'Asie en général et la Chine en particulier. Partout ailleurs, en Afrique en particulier, nous avons réduit notre présence, etc. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire, au fond, que la France soit hors jeu ? Qu'est-ce que ça change ? Moi, ça me fait mal. Oui, d'accord, mais au-delà de ça... Non, mais moi, ça me fait mal. J'ai suivi ces soldats, je les ai accompagnés en Afrique. J'ai été sur Barkhane avec eux, avec la Légion, avec les parachutistes, avec les forces spéciales. Et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des choses... Dans la lutte contre les djihadistes, ils ont été incroyables. L'armée française a été incroyable. Simplement, je pense il y a eu des décisions politiques, il y a eu des attitudes. Là, on peut revenir sur Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul coupable dans cette histoire de déconvenue. On l'a vu avec aussi notre ministre actuel, monsieur Jean-Noël Barrot, qui va au Tchad, qui commet une bourde, et hop, ça précipite le mouvement. Mais le mouvement était déjà engagé. C'est-à-dire que déjà, la présence de la France se réduisait, et aujourd'hui, quelque part, on est perçu comme finalement l'alpha et l'oméga de tous les maux là-bas,
Et c'est ça qui m'a fait... Pourquoi ? Parce que moi, je suis un patriote français. Et quand je vois la place de la France, j'ai eu un père militaire, j'ai eu des oncles qui ont été qui ont été un peu partout dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi cette voix de la France aujourd'hui est tellement réduite. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, et nous, Français, sommes incapables de décider de notre destinée tant elle est empreinte de soumission envers les Américains. Nos actions à l'étranger ne sont pas le fruit d'une volonté d'améliorer la vie sur Terre, de terrasser le mal ou de permettre ou bien de triompher. Tout cela n'est que de la communication. Vous avez tout dit. Ah non, c'est vous qui l'avez écrit. Dans les croisades menées en Afghanistan ou en Irak, la liberté et la lutte contre la dictature n'ont été qu'un cache-sexe d'intentions beaucoup plus terre-à-terre, matérialistes et géopolitiques. Certains de nos politiques et intellectuels ont cru dur comme fer au vœu de libérer des peuples par la force, certains par intérêt, d'autres par bêtise. Mais si au moins on avait fait comme les Américains, avec vraiment nos intérêts en premier plan. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ça. On n'est pas comme les Américains. Les Américains, au moins, ils disent les choses quand ça leur va pas. Quand vous avez un contrat comme les sous-marins en Australie et que ça leur satisfait pas, ils nous marchent dessus. Bon.